N'est-ce qu'un faux bruit? Aussitôt que vous voyez monsieur qui est en train de réfléchir, que c'est la pose caractéristique du penseur de Rodin, alors cette pose est beaucoup plus adéquate que pour penser. Parce que ces genres de crétins sont très supérieurs à vous tous et à la société de consommation. Les capitalistes. Et de temps en temps, ils peuvent dire des choses sublimes. Parce que leur tête ayant beaucoup plus de liquide que celle des communs des mortels, est plus en rapport avec le cosmos. Dans la grande tradition mystique. Vous venez d'entendre un jingle composé par God Mickey où vous aurez reconnu l'inénarrable Dali. Bonjour, je suis Yannick Leguerne et vous êtes sur Radio We Do Biz, radio des entrepreneurs, dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure. Parce qu'entreprendre, c'est s'approprier le monde, le bâtir, le faire évoluer, pour soi et pour les autres. Notre émission, L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure, présente de nouvelles manières de voir, de penser et d'agir, d'entrepreneurs, d'artistes, de philosophes, d'humanistes, de chercheurs, d'écrivains, mais pas que. De personnes qui ont changé ou changent de vie et font évoluer le monde par ce qu'elles font et par ce qu'elles sont. Les artistes, par leurs œuvres et leur vie, illustrent souvent que philosopher, ce n'est pas discuter de philosophie, c'est vivre sa philosophie ou ses croyances. Ils nous montrent qu'on peut s'approprier le monde hors des codes ou des normes. Pour paraphraser Schiller, ils nous font prendre conscience du sublime, d'un idéal personnel ou sociétal, c'est-à-dire d'un état meilleur atteignable, quelles que soient les difficultés. L'art est une clé d'entrée philosophique, esthétique, de compréhension subtile et sensible du monde. L'art brut, quant à lui, est une porte sur d'autres mondes, par la viscéralité, l'émotion, la folie, la transmutation. L'art brut est connaissance, pas chemin de sagesse ou dépassement de soi, mais connaissance de l'essence, des tréfonds, de la pierre cachée, des secrets de l'âme, des visions et des pouvoirs d'ailleurs. Avec l'art brut, plus que jamais, nous ressentons que nous créons ce en quoi nous croyons. L'art de changer de monde et de bâtir une humanité meilleure, c'est par chacun et pour chacun, c'est ensemble et c'est maintenant. Je suis Yannick Leguerne, vous êtes sur Radio We Do Biz, radio des entrepreneurs, dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure. Et nous sommes aujourd'hui avec Bruno Decharme. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors vous êtes réalisateur, vous avez été assistant de Jacques Tati, scénariste, producteur, réalisateur de courts-métrages, de documentaires, de clips, de films publicitaires. Et surtout, vous êtes collectionneur d'art, un art un peu particulier, l'art brut. Premier collectionneur mondial en la matière, votre collection comporte combien de pièces à l'heure actuelle ? Elle comporte, plutôt que de parler de pièces, je dirais plutôt d'artistes qui sont représentés. C'est à peu près 300 représentés pour un total, je sais pas, de 3 ou 4 000 œuvres à peu près. Oui. Ce qui est pas mal déjà. Mais je réduis en ce moment, je suis dans une période de réduction. Comment peut-on réduire une collection ? Mais ça c'est tout le process du collectionneur, c'est-à-dire généralement quand on commence, on est un peu boulimique, on veut tout avoir, on achète, et puis après ça, on avec toutes les pierres qu'on a accumulées, on se construit sa petite cathédrale, sa petite architecture, et puis après ça, on essaye de la faire plus proche de soi. Donc forcément, on fait des arbitrages et là, on commence c'est comme un sculpteur qui est pur, et on est pur, voilà. Alors justement, avant de revenir à cette cathédrale, on va revenir aux pierres de fondation et à vous. Alors, qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Ça, c'est une question terrible, ça. Mon parcours, vous me posez ça comme question, grosso modo. Écoutez... C'est plus large que ça. Ouais, non, en fait, c'est un parcours très classique.
enfin très classique. Oui, puisque j'ai fait des études plutôt tournées vers l'histoire de l'art et la philosophie. Enfin non, d'ailleurs, plus exactement l'esthétique et la philosophie, avec évidemment des matières d'histoire de l'art, forcément, et de cinéma en parallèle. Voilà, c'était un petit peu mes deux activités. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années de philosophie à l'université, j'ai plutôt opté pour le cinéma. Voilà, et donc c'est là où j'ai commencé à être assistant, effectivement de Tati et d'autres. Et puis j'ai ensuite réalisé, produit des films, et puis fait carrière, comme on dit, encore que dans le cinéma. Voilà, et en parallèle de ça, dès que j'ai eu mon tout premier salaire, j'ai commencé à collectionner et à acheter des œuvres d'art. À partir de quel âge ? Vous êtes tombé dedans tout petit ? Pourquoi c'est venu ? Alors, c'était pas si jeune que ça, pour la raison très simple, c'est que quand j'ai commencé dans le cinéma, pendant, je sais pas, 5-6 ans, j'ai quasiment pas gagné ma vie, parce que c'était très difficile, qu'on balayait le plateau, enfin bon, je veux pas faire la pleureuse, mais enfin c'est comme ça que ça se passe, quoi. Donc, pendant très longtemps, j'ai pas gagné ma vie du tout, donc j'ai pas de revenus, donc j'étais hébergé chez quelqu'un, et puis quand j'ai eu mon premier salaire, vers, je sais pas, 28, 29 ans, quelque chose comme ça, tout de suite j'ai eu envie d'acheter des œuvres. Pourquoi ? Parce que il se trouve que voilà, dans mon parcours de curiosité, j'avais vu l'exposition au Musée des Arts Décoratifs de la collection du Buffet, et c'est vrai que ça a été quand même une révélation. Une révélation, pas sur le moment, parce que l'art brut, il se trouve qu'assez souvent, c'est dans un second temps que les choses se mettent en place. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'absorption. Il n'y a pas forcément le coup de foudre, parce que c'est très dérangeant. Enfin, c'est très dérangeant, heureusement. Oui, qu'est-ce qu'on ressent d'ailleurs vis-à-vis de l'art brut ? En quoi ça se différencie d'autres choses, des autres types d'art ? Alors bon, après ça, c'est très personnel pour le récepteur, hein. Mais j'imagine que des gens qui découvrent ça pour la première fois, c'est pas qu'ils soient gênés. Je pense qu'il y a une espèce de climat, un petit peu d'inquiétude, de mystère, de bizarre, d'étrange, et en même temps de fascination, parce que ça ça touche probablement à des fibres très profondes. Lesquelles ? Ça renvoie à quoi, justement ? Écoutez, après ça, j'ai pas très envie de rentrer dans des analyses un peu comme ça à l'emporte-pièce, parce que c'est très personnel. Non, je pense que ça renvoie à des schémas probablement de nos structures mentales très archaïques. Voilà, et que du coup, on y reconnaît quelque chose. Reptilienne, instinctive. Oui, instinctive, de structure de notre être, de structure de notre constitution. Donc des bribes de peut-être à l'époque où, quand on est tout petit, on n'est pas encore complètement construit, et puis que la langue n'est pas encore mise en place, et que tout ça se trouve, se cherche, se trouve, parfois ne se trouve pas, et que quand ça se trouve pas, il y a des individus qui trouvent un autre mode de fonctionnement. Un autre langage. Une autre langue, oui, un autre mode de fonctionnement, et c'est précisément ces gens-là qui sont dans ce qu'on appelle le domaine de l'art brut, parce qu'effectivement ils fonctionnent différemment, ils sont sur un autre mode. Voilà. Donc, un autre mode, un autre monde. Un autre monde, un autre mode, et donc forcément, mais en même temps c'est pas un monde qui nous est étranger, parce que ça nous rappelle précisément peut-être ces moments de construction de la petite enfance. Donc ça nous parle, forcément ça nous parle. Voilà, donc en voyant pour revenir à notre sujet, à votre question, en voyant la collection du Buffet, là ça a été effectivement quand même une espèce de choc, mais qui s'est développé, qui a pris l'envie de parcourir ce chemin, de comprendre à travers l'élaboration d'une collection, et qui faisait aussi écho à des intérêts que j'avais en philosophie, dans les études que je faisais. Alors, quelle était votre vision du monde, et en quoi ça a rejoint votre propre développement et puis l'art brut ? Alors, en fait, à l'époque, j'ai eu la chance d'avoir comme professeur, et puis des gens qui m'ont un petit peu éveillé
la tête à des gens qui étaient Deleuze, qui étaient Foucault, qui étaient... C'est pas mal. C'était pas mal du tout, Guattari, Althusser, enfin tous ces gens-là que j'ai eu comme prof. Derrida aussi. Derrida, bien sûr. Vous les avez tous eus. Je les ai tous eus, mais je suis pas sûr que je comprenais le quart de ce qu'ils nous racontaient. Ça, faut être très honnête, parce que j'avais 20 ans, 21 ans, 22 ans, enfin j'étais à la fac, quoi. Mais il n'empêche que ça a travaillé. Vraiment, ça a travaillé. Ça, je pense... De l'ordre de quelque chose de cérébral, d'intellectuel, d'émotionnel de tout. C'était un regard sur le monde. Je pense que c'est des gens qui nous ont appris à regarder le monde de biais, différemment, de casser les structures classiques, voilà. Donc forcément, qui ont eu un effet sur, mais il n'y a pas que moi, sur toute une génération. Ça, je pense que c'est vraiment, et tout l'apport de cette période, on parle de 68, tout ça, c'est pas tant enfin, il y a eu l'aspect social, forcément, mais je pense que tous ces gens qui ont gravité dans cette période-là, jusque dans les années 80... Alors, quel est le biais, justement, le parallaxe ou la vision de l'art brut? Est-ce que, d'ailleurs, les artistes d'art brut cherchent à avoir une vision, un regard sur le monde? Pourquoi ils font ça? Alors ça, pourquoi ils font ça, j'en sais rien. Est-ce qu'on sait pourquoi les gens font quelque chose? D'abord, ils font ça, ils font. Voilà, alors ils font pour un tas de raisons. Et puis, c'est un besoin, c'est quoi? Oui, c'est probablement, s'ils font, c'est que c'est un besoin, autrement ils ne le feraient pas. Mais il y a autant d'explications que de personnes. C'est pas l'art brut, c'est pas un mouvement, c'est des individus qui ont en commun, et c'est pour ça qu'on on regroupe dans ce concept qui est un peu flou d'ailleurs, mais c'est bien qu'il le soit, de gens qui sont totalement étrangers à toute formation esthétique, à tout ce qui concerne l'art précisément. Donc ils se mettent tout d'un coup à produire par une forme de nécessité, et voilà, et donc la machine se met en route, et ils produisent. Ils produisent un savoir, une connaissance. La plupart du temps, la communication avec nous les intéresse pas trop. Encore que ça soit pas aussi vrai que ça, mais il y en a beaucoup, on découvre leurs œuvres une fois qu'ils sont morts. C'est pas des gens qui vont frapper à votre porte en disant tiens, je fais de l'art brut. Encore qu'il y en a de plus en plus qui copient peut-être, ou qui, non, mais des gens, font. ou des gens qui nous appellent ou qui m'appellent et disent tiens, moi je fais de l'art brut. Alors généralement ceux-là, quand ils me disent ça, je les reçois parce que je suis poli, mais bon, c'est rare que ça en soit. Évidemment que non, parce que c'est quelque chose qui se fait vraiment dans une espèce de clandestinité, mais pas une clandestinité de stratégie. On n'est pas dans des schémas de révolutionnaires du monde, absolument pas. C'est des gens qui n'ont pas de visée autre que d'exprimer quelque chose qui est enfoui en eux. Donc il n'y a pas du tout de regard revendicatif, il n'y a pas de discours, encore qu'ils peuvent vous parler de ce qu'ils font, mais il n'y a pas Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est pas de l'art. L'art a toujours quelque chose à dire, un message à transmettre. Alors eux en ont un à transmettre, mais ils savent pas ce qui... Alors c'est quoi ce message finalement qui nous est transmis peut-être, hormis, en dehors d'eux? C'est toujours très difficile. De leur volonté. C'est très difficile de répondre à des questions comme ça, parce qu'il y a autant de réponses que d'individus qui produisent. Encore une fois, on est dans une école, dans un mouvement, il y a une idéologie qu'on exprime, une vision du monde, que certains artistes ont et se regroupent pour faire école, faire mouvement, etc. Là, c'est des individus, donc il y a autant de raisons que d'individus. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que toute théorisation est extrêmement complexe parce que on ne peut parler d'art brut que du nombre de personnes qui s'expriment. Alors après, effectivement, il y a des espèces des grandes lignes qu'on peut tirer, c'est-à-dire que après ça, des lignes sociologiques. C'est-à-dire se dire, effectivement, dans ce répertoire, il y a beaucoup de gens qui ont été internés, qui ont séjourné très longtemps dans des hôpitaux psychiatriques, d'autres qui ont été dans des formes d'enfermement chez eux ou comme ça, ou des gens qui à un moment de leur vie ont, comme on dit, pété un câble et puis tout d'un coup il y a l'inconscient qui s'est mis en route et ça s'est mis à produire. Voilà, on est toujours, en tout cas, dans des ruptures. Il y a toujours cette idée de rupture, d'où
j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce que des gens comme Foucault et autres nous ont appris, c'est précisément ce chemin de la rupture. La rupture, de la déconstruction, de la reconstruction, voilà, exactement. Mais qui n'est peut-être pas conscient chez les artistes d'art brut. Qui vous aimez particulièrement comme artiste d'art brut? Est-ce que vous pouvez nous décrire 2 ou 3 artistes, ce qu'ils font, ce qu'ils produisent, à quoi ça ressemble? Alors, comment ils essayent d'agir sur le monde, pour certains, par l'intermédiaire de leurs propres œuvres, avec celui qui, par exemple, agissait sur le climat, ou s'imaginait... Voilà, alors à chaque fois on est quand même dans des gens, pour beaucoup, qui ont des constructions. C'est-à-dire c'est des gens qui ont construit, qui ont un système, qui ont mis en place un système. Donc ça c'est déjà très important, parce que ça nous donne, c'est pas uniquement un petit dessin comme ça, esthétique, qui serait beau, pas beau, grand, petit, rouge, vert, peu importe. Mais c'est des gens, c'est ça qui m'intéresse, qui nous proposent un système de pensée, une élaboration qui passe à travers la langue, à travers le dessin, à travers des signes, et souvent ils inventent leurs propres signes, qui d'ailleurs sont cachés, qu'on comprend absolument pas, mais qui en même temps nous dit quelque chose. Alors par exemple, vous avez évoqué un artiste que j'aime particulièrement, qui s'appelle Zdeněk Košek, qu'on a exposé au Palais de Tokyo il y a quelques mois, et c'est un monsieur qui pensait, mais sincèrement, pas du tout dans un espèce de snobisme qui se ferait très bien dans l'art, qu'il influe sur le temps, la météo et le monde, c'est-à-dire tout ce qui se passe. Et donc il a élaboré tout un système où il pense qu'effectivement, s'il ne note pas toute la journée derrière sa fenêtre tous les mouvements des nuages, tous les bruits qu'il entend, les aboiements du voisin, enfin d'un chien du voisin, enfin tout ce qui se passe, s'il ne note pas, le monde va s'effondrer. Et souvent, chez ces gens, il y a cette nécessité de contrôler le monde, et ils se sentent responsables, effectivement, du monde et du fait que ça fonctionne. Et la première fois que je l'ai rencontré, non, pas la première fois, une des premières fois que je l'ai rencontré, c'était au moment de Katrina aux États-Unis, et il était convaincu d'être responsable de cette catastrophe. Mais c'était pas une conviction, c'est une conviction étayée, c'est-à-dire qu'il y avait tout un système une logique qu'il avait mis en place, me prouvant par A plus B qu'effectivement il était responsable. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait extrêmement compliqué, mais voilà, donc c'est toujours des gens qui élaborent un système, et c'est pour ça que ça m'intéresse, c'est qu'on n'est plus uniquement sur le versant esthétique de l'art, mais on est vraiment sur une forme de pensée sur le monde. Une pensée mystique, médiumnique. On a eu des conférences sur le sujet avec une partie de votre collection et puis d'autres pièces qui ont été présentées à la maison de Victor Hugo. Ça s'appelait l'entrée des médiums. Oui, c'est ça. Beaucoup de pièces d'art brut. Pourquoi on rapproche souvent l'art brut à la fois de l'art des fous, de la folie ou d'autres systèmes de pensée, voire du mysticisme ou de côté médiumnique. Alors il y a probablement dans tous ces espèces de catégories là, ces sous-catégories qui regroupées entre elles nous invitent à parler nous convoquent à ce concept d'art brut. C'est vraiment l'idée de l'inconscient qui s'exprime, c'est-à-dire que quand tout a lâché, et effectivement quand tout lâche, évidemment on a un rapport à Dieu, on a un rapport à la création, on a un rapport à d'où on vient et où on va, puisque ce sont quand même les deux grandes questions qui hantent l'humanité depuis probablement depuis un certain temps. Donc effectivement, ils sont là-dessus. Donc forcément, ils sont sur des rapports mystiques ou sur des rapports aussi avec les morts. Donc un lien avec la médiumnité. Parce qu'effectivement, les morts nous parlent, les morts sont présents pour eux. Et donc il y a quand vous prenez même, c'est pour ça que cette exposition était particulièrement intéressante, puisqu'elle elle traçait une sorte de lien entre le travail médiumnique de Victor Hugo, avec des artistes répertoriés dans le champ de l'art brut, où effectivement Hugo, probablement à un moment de sa vie, je dis pas qu'il ait pété un câble, parce qu'on parle pas comme ça d'un héros de Victor Hugo, mais je pense qu'il a réellement pété un câble.
formidable. C'est-à-dire que tout d'un coup, voilà quoi, ce type qui était complètement tout, il était tout, un bloc de marbre. De marbre et rationaliste. De marbre rationaliste et en même temps, enfin bon, bref, le génie avec un grand G, tout d'un coup est envoyé en exil. En exil, il perd sa fille entre-temps. Il perd sa fille, des rapports de famille extrêmement compliqués, sa femme, sa maîtresse, enfin vraiment un contexte très complexe, et je pense qu'à un moment il y a quelque chose qui a lâché chez lui, et avec le drame qu'il a vécu, il s'est mis en contact avec sa fille, voilà. Il se met à faire tourner des tables, voilà, entre autres. Exactement. Donc effectivement, ce qui, moi, me passionne dans tout ça, c'est vraiment toutes ces productions qui échappent complètement au contrôle de nos systèmes à nous. Et c'est ça, je trouve ça d'une beauté, mais alors une beauté réelle. On n'est plus dans le... Enfin voilà, dans une espèce de discours sur l'art contemporain, sur le sens, sur voilà, quelque chose de revendiqué. Non, voilà. On est sur la pureté, la liberté, la viscéralité de quelque chose. C'est une liberté qui en même temps est pleine de contraintes, parce que c'est pas... Quand vous lisez un peu les biographies de toutes ces personnes, on est dans des drames épouvantables, dans des choses terribles. Alors par exemple, quelques anecdotes sur... Ouais, après ça, vous savez, oui, c'est des gens qui ont passé pour beaucoup des décennies dans des hôpitaux psychiatriques, dans des conditions épouvantables, et puis la folie provoque des douleurs extrêmes, des hallucinations, des gens qui sont en perdition totale de douleur, donc c'est pas enviable. Mais il n'empêche que pour certains, il y a un process de création qui se met en place. Je ne sais pas si c'est lié à leur maladie mentale, mais en tout cas, la maladie mentale laisse une porte ouverte à une forme de créativité qui est tout à fait passionnante. Et est-ce que leur création, leur grande œuvre, finalement, est une catharsis pour eux ou pour nous qui regardons ? Pourquoi est-ce qu'on aime ça ? Pourquoi est-ce que vous aimez ça ? Alors je pense que c'est une catharsis pour nous. En tout cas, c'est vraiment je pense qu'ils nous racontent, mais vraiment pour nous, c'est probablement pas ce qu'eux ont voulu faire. Je pense que ça nous raconte un possible sur le monde, ça nous raconte des voies extravagantes, des voies extraordinaires, c'est des voyages du mental qui sont... qu'on trouve nulle part ailleurs. Ils nous embarquent très 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 loin, donc c'est des fictions formidables. Et puis c'est des manières surtout de nous renseigner, nous parler du monde, sur des grandes découvertes scientifiques, même si elles sont délirantes, sur des possibles, puisque une des caractéristiques aussi de ces gens, c'est qu'il n'y a pas de catégorie dans leur mode de pensée. C'est-à-dire que tout s'interpénètre tout le temps. Donc la science... On n'est pas dans une pensée rationaliste, tout est mêlé. Tout est mêlé. C'est-à-dire qu'un son tout fait sens. Donc quand tout fait sens, effectivement, il y a une espèce de magma, et qu'est-ce qu'ils font avec ce magma ? Ils l'organisent. Mais ils l'organisent sur un mode dont on est, nous, incapable qui n'est pas le nôtre, forcément. Sur un mode organique ? Oui, sur un mode organique. Incarné. Et donc, tout faisant sens, effectivement, vous avez des sons qui se mélangent avec des mots, qui se mélangent avec des images, et donc tout ça est un gigantesque collage. Donc c'est complètement fascinant. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, à la fois les collages et en même temps une poésie, une musique directement qui sort, qui vibre du dessin, qu'on retrouve chez Wolfli, chez d'autres. Oui, c'est vrai. Je pense que dans l'art brut, ce qui nous fascine aussi, c'est la rythmique. C'est-à-dire qu'on sent effectivement une espèce de vibration, quelque chose qui est vraiment de l'ordre du sismographe. D'abord parce que souvent il y a des dessins dans ce processus d'automatisme où la main
s'agite, mais vraiment dessine à une vitesse énorme, sans aucun contrôle. Donc il y a ce côté vraiment du sismographe ou le truc pour le cœur, là je sais pas comment ça. Électrocardiogramme ou encéphalogramme. Vraiment il y a ça, quoi. C'est vraiment de cet ordre-là. C'est des pulsions, c'est nerveux, c'est toujours agité. Un inconscient, un lâcher prise. C'est pas quelque chose de conscient qui s'exprime. Toujours le lâcher prise, l'inconscient qui s'exprime toujours. Il n'y a pas de contrôle. Alors après, il y a en même temps une concentration. Et puis, il y a des mélanges de perspectives, et puis des mélanges, des imbrications de figures qui font naître une autre figure. En fait, on est dans ce que le surréalisme aurait aimé faire, mais qui n'ont fait, eux, que par exercice. Voilà, donc ce sont des exercices. C'est pour ça que, personnellement, j'ai beaucoup d'admiration pour la pensée de ces gens. Je pense qu'effectivement, ils ont apporté dans l'histoire de l'art et dans la réflexion, nous ont mis en alerte précisément sur une manière de penser qui peut être autre, et qui prenait en modèle d'ailleurs tous ces artistes de l'art brut, même si à l'époque ils n'étaient pas encore nommés comme tels, mais ce qu'ils ont fait eux, dans leur pratique automatique, est pas franchement très, très intéressante. Avec peut-être l'exception quand même de Dubuffet, qui à la base est quelqu'un qui a un travail comme Picasso très, très classique. Alors Dubuffet, oui, d'abord Dubuffet faisait pas partie évidemment de ce courant du surréalisme, mais lui a commencé à faire des choses très classiques, et puis il est tombé grâce aux surréalistes, grâce à eux, il a découvert toutes ses œuvres assez tard d'ailleurs dans sa vie, parce qu'au départ il n'était pas du tout artiste, il était marchand de vin et businessman, enfin voilà, et puis il est tombé amoureux de tout ça, et petit à petit il a, grâce à Breton et tous les gens qui l'ont entouré, il a découvert ses œuvres, il s'est mis à collectionner tout ça, et bien entendu ce travail a influencé toutes ses œuvres ont influencé son travail, c'est certain. Et avec lui naît un petit peu plus de théorisation d'ailleurs sur l'art brut et ce mouvement. Ce mouvement qui n'est pas un mouvement. Alors d'abord c'est lui qui a inventé le terme pour effectivement créer un petit peu ce répertoire, donc collectionner l'art brut, chose qui n'avait jamais été faite avant. Il y avait évidemment des œuvres d'art brut, et puis il y en a toujours eu, il y en aura toujours, ça c'est évident, mais lui en théorisant tout ça, il a créé un corpus. Il a créé un mot, un corpus, un concept, alors qu'évidemment a évolué après depuis dans la réflexion, parce que voilà, c'était une époque, c'était lié à une époque, et puis à un pays, à une manière de penser qui était celle quand même des années 50. Donc voilà, tout ça évolue, tout ça est en mouvement, tout ça est sujet à réflexion et à remise en question, en interrogation du concept. Mais voilà, c'est sûr que c'est lui qui a été le premier à nous apporter tout ça. Alors, sachant qu'en plus, les artistes d'art brut, vous l'avez dit tout à l'heure, vivent généralement de manière un peu hors norme. Ils vivent dans des forêts, ils vivent en se marginalisant presque chez eux, en restant enfermés. Ils vivent, entre guillemets, dans des hôpitaux psychiatriques. Chez Sac, Chaumont, des cas particuliers, est-ce que c'est vraiment de l'art brut pour l'un et l'autre ? Alors oui, c'est toujours une question qui nous interroge, parce qu'on est dans la marge, mais dans une marge... dans la marge telle qu'on la comprend spontanément, c'est-à-dire des gens qui vivent en marge parce que vis-à-vis de la société, ils prennent position consciemment. Ils se retirent du monde. Tous ces artistes de l'art brut, ils sont retirés du monde. Ils sont hors du monde. Ils sont hors du monde de par une histoire personnelle et des constructions mentales qui fait que leur monde à eux est en dehors du nôtre, encore qu'il soit, de notre point de vue, enfin de mon point de vue, et c'est pour ça que ça nous intéresse, extrêmement proche, comme je disais tout à l'heure. Alors, à partir de l'évolution de votre propre collection, vous avez créé la fondation ABCD Art Brut, qui veut dire Art Brut, connaissance et diffusion. Alors pourquoi cette volonté de faire connaître, de diffuser, de créer des expositions, de révéler l'art brut ? Vous voulez transmettre quelle vision du monde, de l'art ? Ça sert à quoi tout ça ? Alors, j'ai toujours, mais ça c'est un choix personnel, j'ai toujours été... intéressé par la transmission. Mon métier de cinéaste, c'est de transmettre, c'est de raconter des histoires aux autres. Et donc cette collection
Donc j'ai commencé dans les années 80 à peu près, quelque chose comme ça, ou même 75 disons. Je ne l'ai jamais conçu comme quelque chose qui devait être... que je devais garder pour moi, la garder pour moi, que c'était un travail personnel, extrêmement, personnel, qu'on ne collectionne pas comme ça, d'une manière démocratique, autour d'une table, en comité, où là, on a peu de chance de faire une bonne collection, puisque c'est vraiment une implication personnelle, mais en même temps, je voulais que tout ça soit transmis aux autres. Et donc l'envie, c'était aussi d'associer à cette collection des gens qui pourraient y réfléchir avec moi, qui m'aideraient à y comprendre quelque chose, si tant est qu'on puisse y comprendre quelque chose, et puis surtout qu'ils puissent bénéficier de la collection, puisque effectivement la plupart des chercheurs sont des gens qui sont coupés de par leur métier, coupés des œuvres, sauf à aller dans des musées. Donc j'ai créé effectivement dans un premier temps cette association qui réunit des historiens de l'art, des écrivains, des psychanalystes, des psychiatres, un certain nombre de personnes qui travaillent autour de ce sujet-là. Et maintenant, ça... 12-13 ans, ABCD, 12-13 ans, et tout ça prend corps à travers des expositions, des publications, le Palais de Tokyo, prochainement à la Maison Rouge. Alors, en 2013. En 2014, on va faire une grande rétrospective, je ne sais pas si on peut dire ça, en tout cas on est invité à la Maison Rouge pour montrer... Par Antoine de Galbert. Voilà, pour montrer ma collection, puisque dans la programmation de la Maison Rouge, il y a des expositions de tous ordres, monographiques, thématiques, et puis tous les ans il invite un collectionneur. Donc là en 2014 il va m'inviter et voilà, j'espère qu'on va faire quelque chose de bien. Avec déjà un axe, une thématique, quelque chose de particulier? Alors pour l'instant non, mais il faut savoir qu'Antoine de Galbert est un collectionneur éclectique, mais dans son éclectisme il y a beaucoup d'art brut. C'est un passionné d'art brut. Pourquoi? Parce que précisément ce qu'il aime dans l'art, c'est toute la dimension spirituelle et je dirais qui échappe précisément au contrôle et à tout ça. Donc il y a aussi des œuvres d'art populaire, tout ce qui n'est pas dans le courant classique de l'art, quoi. C'est un dénominateur commun des collectionneurs d'art brut, cette recherche du côté hors norme, spirituel. Ça renvoie à quoi personnellement aussi? À quel voyage, à quelles interrogations, à quel... Je crois que c'est toujours ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est vraiment l'envie d'aller explorer des contrées qui ne sont pas celles de la norme du moment en tout cas. Donc se dire, il y a quand même des choses autour de la planète qui sont incroyables, extraordinaires, fascinantes, et des gens qui sont là-dedans et qui précisément échappent aussi à la norme de la catégorie de l'art. Voilà, parce que l'art c'est une catégorie qui quelque part m'intéresse pas. J'aime bien aller voir une exposition comme ça, mais ça vous fait pas vibrer? Ça vous fait quoi? Ça vous apporte rien? Très rarement. Mais très 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 rarement, honnêtement, mais vraiment. Alors, ce qui ne veut pas dire que j'ai pas des coups de cœur et je tombe pas amoureux d'une œuvre comme ça, mais je suis pas un amateur d'art au sens je suis un amoureux inconditionnel d'art brut. Vraiment, je ne fais que ça quasiment maintenant dans ma vie, mais je suis un visiteur normal, lambda, d'exposition. Et quand je ne trouve pas dans les œuvres référencées ou classiques cet influx de folie, j'avoue que ça ne m'intéresse pas du tout. Cet influx, cette énergie, cette vibration, justement. Voilà. Alors, vous parliez tout à l'heure de surréalisme. Breton, dans Seconde Arche, en 1947, dit « En art, pas de consigne, jamais quoi qu'il advienne. Le seul devoir du poète, de l'artiste, est d'opposer un nom irréductible à toutes les formes disciplinaires. » Alors ça, c'est les surréalistes qui font ça. Qui cherchent de manière consciente à le faire, alors que les artistes d'art brut le font spontanément. Ah oui, mais c'est là où cette phrase est formidable, et je la ferai mienne pour justement ces artistes de l'art brut. Mais eux, qu'est-ce que vous voulez, quoi. Voilà, on s'invente pas. C'est pas possible. On ne s'invente pas et on s'invente pas artiste d'art brut. Absolument pas. Alors parallèlement
aux activités de diffusion de l'art brut, d'exposition. Donc la présidente d'ABCD Art Brut, Barbara Safarova, a également un séminaire au Collège international de philosophie qui traite de l'art brut. Vous pouvez nous en parler ? Alors oui, évidemment, non, c'est effectivement très intéressant. Pourquoi ? Parce que déjà, ça montre une première chose, c'est que des institutions honorables comme ce collège. Pourquoi vouloir s'institutionnaliser d'abord ? Voilà. Je on sais, est des rebelles, on est dans l'art brut ou pas ? C'est un vrai problème. Sortez. Voilà, je suis d'accord. Non, mais j'ai honte. Il n'empêche que cette grande institution qui a été créée par Derrida et d'autres grands penseurs de notre fin de siècle, effectivement, ces gens ont demandé à Barbara Safarova il y a 3 ans maintenant, de diriger un séminaire sur l'art brut qui se développe sur 6 ans. Alors pourquoi ? Quelle était la demande initiale et pourquoi ils s'y intéressent ? Je pense qu'ils ont repéré qu'effectivement, à travers ce sujet, il y a des interrogations tout à fait passionnantes sur notre manière de voir le monde. Et effectivement, il y a une logique. Chose d'ailleurs assez étonnante, c'est que les musées, à part quelques-uns, ça commence à changer, mais ont mis des décades avant de même jeter un œil sur le côté. Parce que ça, c'est des choses qui leur échappent totalement. Mais de toute façon, c'est plus possible. Il n'y a plus de pièces d'art brut historiques, elles sont toutes chez vous. Alors, pas toutes. Mais ce qui est vrai, de toute façon, l'art brut continue. Donc, il y a un marché très important qui se développe sur des choses, des œuvres qui sont produites aujourd'hui, contemporaines. Et puis, il y a un musée à Lille, à Villeneuve-d'Ascq, où il y a une donation d'une collection qui a permis de créer un département d'art brut au LAM. Donc ça, c'est effectivement très important puisque ça crée une dynamique pour le sujet. Mais en dehors de cette institution-là, les autres, pour l'instant, ne s'y intéressent pas trop, encore que ça ne soit pas vrai non plus. Il y a une donation d'œuvres de Henry Darger, qui est un artiste américain, très grand artiste, voilà, au musée d'art moderne de la ville de Paris. Et alors, est-ce qu'il y a déjà un programme pour ces 6 années avec des thématiques ? Quelles sont les thématiques de chaque année ? Qu'est-ce qui a déjà été couvert ? Qu'est-ce qui est à venir ? Alors là, on est en 2e année. La première année était, sur le concept en général. Donc vraiment faire venir des gens qui sont dans des spécialités différentes et qui ont parlé d'art brut. Ça a été des collectionneurs, ça a été des critiques d'art, ça a été un tas de gens qui gravitent autour du sujet. Et cette année, c'est sur le déplacement géographique. Parce que comme je disais tout à l'heure, l'art brut est un concept presque franco-français, en quelque sorte. Vraiment, il utilise des outils théoriques que Dubuffet a mis en place vraiment en France. Et toute la question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut parler d'art brut au Japon, en Amérique latine ou dans des pays qui n'ont évidemment strictement rien à voir avec ce territoire. Donc c'est une interrogation là-dessus cette année. Très bien. Alors, si on veut retrouver les dates des séminaires, on peut trouver ça sur le site de la Fondation ABCD Art Brut, sur le site du Collège international de philosophie. Et vous avez répondu, effectivement. Voilà, vous allez sur abcd-artbrut.net, abcd-artbrut.net, et là, vous aurez tous les renseignements, y compris nos prochaines expositions. Très bien. Alors, petit intermède poétique et artistique dans ce monde de brut. Petite fable de Jean Lancelme. C'était une petite merde qui se prenait pour un tas de fumier. Et elle en rajoutait et elle en rajoutait. Tant et tant, tout le temps, que ce mini-crottin empuantait tous ses voisins. Mais un beau matin, qu'elle en remettait et qu'elle en remettait pour que personne n'en perde, elle se fit écraser, comme une petite merde, au beau milieu du chemin, par la citerne à purin. Cette citerne, pas citerne, sur le point d'honneur de la senteur ne souffrait pas qu'on la dépassât. Pour ne pas être emmerdant, mettez du désodorisant. Quand on la ramène trop, on se retrouve comme un ballot. Ça vous inspire ? C'est formidable. C'est formidable parce que d'abord, ce poète a été très proche
très proche de l'art brut, hein, ça fait partie de la famille, si je puis dire. Et c'est vraiment, voilà, c'est un regard avec beaucoup de tendresse, d'intelligence, d'impertinence, et c'est formidable. Vous l'avez bien connu ? Non, pas du tout. Non ? Non, mais j'adore ces textes, et voilà, c'est formidable. Alors on va passer ensuite à un petit questionnaire artistique et 3 idées pour changer le monde. Qu'est-ce qui vous fait rêver, bouger, aimer ? On fera couper les silences. Hein. L'art brut, précisément. L'art brut, voilà, c'est l'art brut qui me fait bouger. Qu'est-ce qui est magique pour vous ? L'art brut. Qu'est-ce qui est magique dans l'art brut ? Qu'est-ce qui est magique dans l'art brut ? C'est précisément la faculté qu'a l'homme de se dépasser, de se transcender, malgré les épreuves terrifiantes qu'il traverse dans son histoire, ou pour souvent chaque individu, pour certains individus, et d'être capable de produire des choses extraordinaires et qui nous font rêver. Alors comment on peut se dépasser, se transcender si on n'est pas artiste ? Oh bah, on a tous, heureusement, des facultés de prendre le monde, l'entreprendre, vous diriez peut-être. Je pense que voilà, là, on a tous cette envie de prendre à bras le corps le monde, et puis d'apporter son petit brassage à soi. Oui. C'est quoi le monde ? Bah, le monde, c'est cette grande inconnue qui nous entoure, et qu'on essaye sinon de comprendre, en tout cas de sentir et de transmettre un petit plus de connaissances. Avec l'art brut, on est à la porte de quel monde ? On est précis. Avec des S. Je pense vraiment qu'on est à la porte des mondes de la transcendance, du mystère, de l'inconnu, des mâles qui sont dans le grenier, qui sont fermés, de la magie, de tout ce qui nous échappe. L'art brut nous parle précisément de tout ce qui nous échappe et essaye de nous raconter tout ça. Qu'est-ce que l'humanité ? Mais alors, sur des questions comme ça, je suis toujours très embarrassé parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas une humanité, il y a autant d'humanité qu'il y a d'humains. Alors, c'est comme l'art brut, c'est-à-dire qu'il y a autant d'histoires individuelles, personnelles, et c'est cette espèce de gigantesque histoire de milliards d'individus depuis des milliards d'années, ou du moins des centaines de millions d'années, qui font l'humanité. C'est ça qui me passionne. Il n'y a pas de groupe. Le groupe, ça me fait radicalement peur. C'est quoi le fil commun alors entre tout le monde ? Je pense que voilà, c'est notre interrogation sur d'où on vient, où on va, et ce qui se passe avant, et ce qui va se passer après, et comment on va essayer de prendre position dans cette histoire-là, dans cette grande histoire, avec le fantasme d'une forme d'éternité, ou en tout cas de transmission. Puisqu'on sait bien, encore que l'éternité n'est pas là, mais je pense qu'à travers la transmission, elle l'est. Mais on sait bien qu'il y aura de toute façon une fin sur tout, ça c'est clair. Mais peu importe, ce qui est important c'est de faire, c'est vraiment de faire, quotidiennement de faire, et c'est pour ça que c'est... De faire quoi ? De faire. Peu importe. Peu importe, de faire, c'est-à-dire que le corps soit en mouvement. Voilà, être sportif, c'est essayer de faire sortir le maximum et le mieux de son corps. Ces artistes d'art brut, c'est de faire alors qu'ils sont souvent dans des situations de précarité mentale et personnelle terribles, mais ils font, et il y a parfois une grâce divine qui font qu'on fait des belles choses. Ça se matérialise par quoi, cette grâce divine, quand on voit justement une œuvre d'art brut
Pour moi, ça me fait en fait, j'ai un peu la même émotion quand je regarde une œuvre d'art, quand je regarde un grand sportif. C'est-à-dire, c'est bouleversant. Quand vous voyez des gens qui sont à un niveau, mais vraiment le top du top, on se dit mais comment... Enfin voilà, c'est le génie du corps, voilà, quelque chose qui transcende ce qu'on est nous, un peu machin, et eux arrivent à nous apporter une espèce de grâce qui est de l'ordre d'une forme de divinité. Vous essayez de transmettre ça? C'est comme ça que vous essayez de changer le monde, de le faire évoluer, en transmettant cette grâce, ces moments de sublime, d'absolu, Alors je ne sais pas si je transforme le monde, mais en tout cas j'essaie d'apporter du plaisir et de la connaissance aux gens qui viennent voir la collection, ça c'est sûr. Ils en ressortent comment? Alors, collection, on n'a pas précisé, qu'on peut voir à Montreuil. Alors, oui, nous avons un lieu d'exposition à Montreuil, qui n'est pas un lieu commercial, puisqu'on n'est pas du tout commercial, c'est un lieu d'exposition. Et on commence notre prochaine exposition, et à partir du 18 janvier, c'est une exposition qui va s'appeler Voodoo Child. Et alors, pourquoi ça illustre complètement ce qu'on vient de se dire. C'est une exposition de 2 artistes, un qui s'appelle J.B. Murray, et l'autre qui s'appelle Mighty Smith, et c'était des blacks du sud des États-Unis et qui ont vécu dans la grande période de la ségrégation la plus violente qu'on puisse imaginer, et qu'on connaît plus ou moins de cette période-là, et qui à l'âge de 70 ans, 80 ans, ont eu une espèce de révélation divine. Il y en a un qui est en train d'arroser ses pommes de terre dans son petit lopin de terre, et là, il y a Dieu qui lui est apparu. Et qui lui dit quoi? Et qui lui dit, il faut que tu fasses quelque chose pour le monde. Et sans lui dire, mais J.B. Murray, donc, prenait l'eau de son puits, les mettait dans une bouteille, une petite bouteille d'eau, et lisait à travers cette bouteille, et probablement les rayons du soleil, des messages divins à l'adresse du monde, et recopiait ces messages. Il savait quasiment ni lire ni écrire. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Comme il sait ni lire ni écrire, mais qu'il a une mission, il invente un langage, une langue, et ça fait des dessins extraordinaires et des pages d'écriture qui sont des espèces de hiéroglyphes dont lui seul, évidemment, avait la clé de compréhension, mais c'est d'une beauté inouïe. Donc on va présenter ce monsieur à partir du 18 janvier, et l'autre artiste, qui est donc cette dame qui s'appelait Mighty Smith, qui elle faisait des grandes peintures avec de la peinture de bâtiments comme ça, sur les tôles et sur les toits de sa maison qui était en tôle, à l'adresse de Dieu. Donc c'est des espèces de personnages très colorés, souvent des femmes, et comme si elle disait à Dieu, écoute, je te rends hommage, et c'est des textes un peu bibliques comme ça. Donc c'est deux artistes du sud des États-Unis. Exposition qui dure jusqu'à quand? Jusqu'au 3 mars. Jusqu'au 3 mars, très bien. Comment est-ce que vous avez changé de vie, vous? J'ai l'impression de changer quotidiennement de vie. Déjà, je me suis mis dans un espèce de système à moi, mais comme tout le monde, ça n'a rien d'original, mais j'essaye de mettre toute mon énergie, tous mes moyens, à tout niveau que ce soit, pour construire cette espèce de cathédrale, cathédrale, c'est peut-être une petite église d'ailleurs, mais enfin cette bâtisse, allez, je préfère bâtisse, cathédrale c'est un peu pompier et pompeux. Non, cette bâtisse, avec toutes ces œuvres, avec les films que je fais, avec les publications, Et ça montre quoi, ça, finalement, votre propre grande œuvre, cette cathédrale, ça, elle montre quoi? Elle montre, je crois que c'est une espèce de mausolée dédié à tous ces gens. Mausolée, c'est quelque chose... mais c'est abrite des morts uniquement? C'est pas faux. Non, avec des vivants. Alors c'est un espèce de, je sais pas, un camp de vacances. Non, c'est un lieu, c'est un territoire, C'est un espèce de territoire qui est effectivement vivant, parce qu'on en découvre tous les jours, tout le temps. Je découvre des œuvres tout le temps, j'en acquiers quasiment tous les jours, donc c'est vivant, ça évolue, mais c'est un bâtiment qui évolue constamment. L'art brut et ce bâtiment nous enjoint à quoi?
finalement? Quel peut être le message, la portée de l'art brut ou d'une collection d'art brut telle que vous la proposez? S'il y a quelque chose à retenir, quelle est la... Je crois que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'esprit humain a des capacités absolument extravagantes, merveilleuses, et c'est une ouverture sur le monde, une manière de regarder le monde différemment, qu'il n'y a pas de tabou, qu'il n'y a pas de normes, que les normes sont là parce qu'elles nous aident à tenir, parce que s'il n'y a pas de normes, rien ne tient, mais que eux, précisément, nous apportent une autre manière de regarder le monde. Et c'est ça que j'ai envie de raconter aux autres, mais d'une façon simple, c'est pas un message. C'est comme là, je raconte depuis une demi-heure, grosso modo, ce qu'ils ont de particulier, quoi. C'est comme Oncle Tom qui vous raconte une petite histoire au coin du feu. C'est pareil. Merci, Oncle Tom. C'est quoi votre richesse? C'est ça, c'est ce travail. C'est tout ça, c'est ma vraie richesse. Qu'est-ce que vous aimez donner? Tout ça, je pense que la collection, un jour, elle sera donnée, forcément, parce que je pense pas que ça soit un bien de donner ça à ses enfants. Parce que je pense pas que donner une collection à ses enfants, c'est la pire des choses qui soit. Non, effectivement, adoptez-moi. Voilà. Bon, j'ai pris des dispositions quand même. Je vais pas spolier mes enfants, mais c'est vrai que c'est une collection qui ira quelque part, c'est certain. Pourquoi le monde est beau? Il est beau précisément parce qu'il y a une capacité de changement et d'invention qui est sans fin, qui est illimitée. C'est qu'on a la capacité d'inventer. J'allais dire, à quoi croyez-vous, à cette capacité d'inventer? Oui, à ça, cette capacité, mais je pense que non, je crois, c'est cette espèce de moteur fabuleux qui est en nous et qui fait qu'on a une capacité de se transcender. Encore une fois, c'est vraiment les sportifs, quoi. Moi, je suis fasciné. Et pourtant, j'aime pas le sport, j'en fais pas. Ça m'ennuie au plus haut point d'en faire personnellement. Mais quand je vois les Jeux Olympiques, les coureurs, mais c'est absolument magique. C'est magique. Là, il y a quelque chose de sublime. Voilà, où j'étais hier soir, j'étais à un spectacle de découflé et il y avait des danseurs, mais c'est même pas croyable qu'on arrive à faire ça sur Terre, quoi. C'est bouleversant. Mais c'est vraiment bouleversant comme Wölfli est bouleversant. Que Wölfli, qui était un valet de ferme totalement illettré, qui a été enfermé à l'âge de 17 ans dans un hôpital psychiatrique et qui a vécu plus de 30 ans là-dedans, au début du siècle, dans des conditions qu'on peut imaginer, encore qu'il était très bien protégé par quelqu'un qui l'aimait. Il a fait une production géniale, et il a tout réinventé, l'histoire, la géographie, la littérature, le système métrique, tout. C'est un type qui a tout réinventé, alors qu'il savait à peine lire et écrire. C'est peut-être ça le message de l'art brut, cette capacité donc d'inventer le monde, hors des normes, hors des codes. Pour conclure cette émission, Bruno de Charme, une devise pour l'améliorer, pour bâtir une humanité meilleure? Je pense qu'il faut vraiment faire confiance à sa capacité d'inconscient, sa capacité de liberté, et vraiment se laisser aller, quoi. Il faut vraiment y aller, ça c'est sûr. Et puis pas avoir... c'est stupide de dire ça, cette espèce de poncif dont j'ai presque honte, mais c'est vrai, il faut vraiment que les gamins, ils y aillent. Il y a des normes, il y a des trucs terrifiants, et en même temps, il faut y aller, quoi. Faut se lâcher, faut... Abolissons la peur. Oui, mais absolument. Non, mais c'est vrai, faut pas avoir peur, de toute façon, on risque rien, hein. Eh bien, merci Bruno de Charme. L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure, c'est par chacun, pour chacun et ensemble, et c'est maintenant.